Benoît Archambault, bienvenue sur Ça se passe. Merci. Content d'être ici. Je suis content que tu sois là. Je commence tout le temps le pod en demandant aux guests s'ils se rappellent comment on s'est connus. Tu t'en rappelles-tu? Ouais, mais je le sais? OK. Vas-y. Je pense que la première fois qu'on s'est parlé, tu m'avais outreach sur LinkedIn parce que tu avais peut-être catché un des épisodes quand ça commençait. Ça fait un bout quand même. Ouais, je pense que c'était dans les débuts. Là. C'est ça, parce que c'était un des premiers outreach vraiment vers. Là, je sais, c'est qui ce dude-là? Non, OK, on va faire un call. Il est proche de chez ma soeur dans l'Ouest. Toi, t'es à Nelson, ma soeur est à Squamish. Puis là, on a fait un call. Puis je sais, c'est qui ce dude-là avec full d'énergie qui parle en franglais? Puis ça, t'étais crissement craqué. Puis après ça, j'ai l'impression que. Je sais pas, j'ai l'impression que tu t'es juste matérialisé dans mon réseau d'amis / contacts de Québec. Puis on est allé manger à Montréal. J'ai eu vraiment du fun. Puis l'histoire de Succès scolaire, mais aussi de Talk Show en ce moment, c'est malade. Fait que je sais comme, OK, ouais, viens sur le pod. Ouais. C'est à peu près ça? Ben ouais, puis tu sais, moi, dans le fond, ça a été un peu une belle découverte parce que depuis 3 ans, j'ai déménagé de Montréal pour habiter à Nelson, dans une petite ville de moins de 10 000 habitants, au BC, qui est pour moi un paradis du outdoors, tout ça, mais malheureusement, tu sais, il n'y a pas nécessairement une communauté entrepreneuriale. Puis pour moi, tu sais, je suis un entrepreneur, j'adore ça. Fait qu'à un moment donné, je pense que j'ai tombé sur une de tes entrevues. Je pense avec Sam Chénard. Puis, tu sais, j'étais comme un peu tout seul. Moi, je hike beaucoup. Fait que quand je hike ou je fais du ski de fond, whatever, je me mets ton pod. Puis, nice. Puis là, je trouvais que, tu sais, plein de monde que je connaissais pas, Phil de Missive aussi. Puis, je pense que je t'avais outreach, je disais, man, good job. Puis, je pense que c'est important aussi de le dire aux gens comme quand t'apprécies quelque chose. Puis, littéralement, t'avais un impact sur ma vie puis sur ma motivation à, tu sais, des fois, quand t'es entrepreneur, tu start-up, t'es isolé, t'es tout seul. Puis, in a way, je sentais que j'étais comme, ouais, tu sais. Il y a d'autres mondes qui build. Ouais, aussi, c'est ça. toi. Puis, je fais partie d'une communauté, même si je suis fucking loin. Ben, je sais pas, man, on se voit au même rythme que tu bouges quand même. Là. Ouais, ben, je vais quand même souvent au Québec. Tu sais, j'ai encore ma famille, la majorité de mes clients sont ici. OK. Puis, c'est ça. Fait que je viens à chaque 3-4 mois encore. Très cool. Man, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça parce que c'est le genre de fuel qui me motive à continuer. Mettons, ça se passe d'avoir l'impact, mettons, somehow. Là. Fait que thanks, dude. Comment tu te décrirais, mettons, en recap un peu tes highlights là, de carrière là, pour qu'on catch? Hein? On est assis devant qui? Là? Écoute, tu sais, moi, je pense que je suis un peu né là, dans le soupe entrepreneurial. Tu sais, j'ai tout le temps du primaire. Je suis sûr que tu parlais du monde du primaire. Tout le temps hustle, tout le temps essayer de trouver une façon de faire de l'argent. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment quand j'ai terminé mes études au cégep, j'ai pris une année off. J'étais allé à Banff faire le snowbomb comme plusieurs ont fait. Puis là, quand j'ai commencé l'université au HEC à Montréal, tu sais, entrepreneur était tout le temps en moi, mais j'étais comme, OK, let's start a business. Puis je suis allé voir des amis, puis on se disait, on se porte une business de lavage de vitres. Fait que comme plusieurs de tes invités. Ouais, c'est le classique. Ben, c'est le business qui est facile à starter. Hein. Tu t'achètes une échelle des squeegee, tu fais du porte-à-porte, puis t'as ton premier client. Tu sais, fait que moi, à 18 ans, dans le fond, j'ai parti ce business-là ma première année au HEC. Puis j'ai vraiment trippé. Okay. J'ai vraiment trippé. Ça a vraiment confirmé pour moi que c'est ça que je voulais faire quand j'étais plus vieux, partir des business. J'ai découvert du SEO dans ce temps-là, en 2004. Google Ads. Tu sais, c'était vraiment facile dans ce SEO. On pourrait s'en parler si ça te tente, mais t'achetais un domaine, lavagedevitre.com, puis automatiquement, t'étais ranké number 1. Fait que j'ai trippé là-dessus. Puis terminé mon bac au HEC. Puis à ce moment-là, je me suis dit, tu sais, lavage de vitre, c'est cool, mais je pense que je peux amener plus à la société. Fait que c'est là que j'ai parti Succès scolaire. Puis on pourra s'en parler. Mais... Oui, absolument. Puis Succès scolaire, c'était ton dernier gros chapitre avant Talk Show, c'est ça? Exactement. Fait ça pendant 14 ans. Fait que le chapeau d'entrepreneur, c'est ça que t'as
porté professionnellement depuis la HEC, depuis l'université? Ouais, ça Même avant? Ben, tu sais, j'ai eu quelques jobs, là. J'ai été à l'épicerie métro, là, fait le bagman, puis tu sais, des petites affaires de main. J'ai eu une bonne job qui m'a vraiment appris beaucoup sur le service à la clientèle. J'étais valet au Fairmont à Tremblant. Oh, ouais. Puis je me rappelle de ce job-là parce que, tu sais, quand t'as fait, t'es comment, whatever, je veux juste me faire du cash, mais, tu sais, j'avais peut-être 17 ans, mais il te donne une petite formation sur juste comment acquérir les gens, comment servir les gens, leur appeler par leur nom, puis tout ça. Puis je me rappelle cette formation-là que j'avais eue, j'ai stick avec ça dans toutes mes autres business. Genre, surtout, tu sais, moi, c'est des business de service que j'ai parti beaucoup. Fait que comment tu vas servir les gens, ça a tout le temps été une de mes priorités. Vraiment un service à la clientèle excellent. Fait que des petits job-in de même, mais à part ça, non, j'ai tout le temps été à mon compte. Puis tu as fait beaucoup de services, comme tu dis, mais aujourd'hui, ton endeavor, le chapitre courant, c'est TalkSoon, puis c'est du produit. Exact. Comment tu me le décrirais en 2-3 lignes? TalkSoon, dans le fond, on est des experts des appels manqués. Fait qu'on va voir des business, puis on leur demande, première question, combien d'appels tu manques? La réalité, c'est que les gens ne trackent pas ça. Ouais. Puis, dans le fond, on va venir remplacer. Souvent, quand tu manques un appel, tu appelles une business, ils ne répondent pas, ils envoient ça dans une boîte vocale. Ben, moi, mon hypothèse de base, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de mieux qu'une boîte vocale pour convertir un appel manqué. Je sais que toi, tu laisses encore des messages vocaux, Frank, mais je peux dire qu'il y a moins de 20% des gens qui en laissent. Donc, t'es spécial. Ce qui est drôle, c'est que souvent, je laisse des messages vocaux puis je me dis, quelqu'un va me rappeler au moins ou peut-être m'en laisser un. Personne. Ben, c'est ça la réalité, c'est que même ceux qui convertissent, souvent de l'autre bord, ils l'écoutent pas ou par le temps qu'ils le rappellent, it's too late. Fait que la genèse de TalkSoon, on veut révolutionner la boîte vocale traditionnelle et on veut aussi de la musique d'attente. Tu t'appelles une grosse compagnie, de mettre en attente. Ben, à un moment donné, les chances, c'est que tu raccroches comme customer. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire dans cette musique d'attente-là pour optimiser que les gens raccrochent moins? Fait que, ou les gars engagés. Fait que grosso modo, moi j'appelle, je sais que tu as des concessionnaires automobiles comme clients par exemple, puis je pense des restaurants dans le début aussi. Mettons, j'appelle un concessionnaire automobile, puis au lieu de tomber sur une boîte vocale générique, longue, whatever, je vais avoir, TalkSoon va m'envoyer une autre action à faire. C'est exact. Fait que dans le fond, nous, on va prendre l'appel. Les gens peuvent encore laisser un message vocal s'ils veulent, mais par défaut, on va détecter. Est-ce que l'appelant vient d'un téléphone cellulaire? Si oui, qu'est-ce que les gens aiment faire aujourd'hui? Ils aiment ça texter. Fait que nous, on va pouvoir leur envoyer un texto. Puis, dépendamment du contexte de l'appel. Tu sais, si tu as un appel pour des ventes ou pour du service à la clientèle, fait que, dans le fond, on va envoyer des textos qui sont vraiment ciblés pour garder le client engagé. S'il y a des call to action que le client peut faire en ligne, ben on va les rediriger vers ces call to action-là. Puis, ce qui est pour nous important, c'est vraiment de tout tracker ces conversions-là, faire du A/B testing, puis tout le temps d'optimiser ces conversions-là pour ces appels manqués. Puis donne-moi un sens de volume, de genre, je sais pas si tu peux parler de ces chiffres-là, mais les compagnies, mettons, tu me dis, il y en a combien d'appels manqués? Écoute, un concessionnaire donné, ou je sais pas. On a commencé, c'est cool que tu demandes ça parce que on a commencé à publier du contenu, puisqu'on est évidemment les experts des appels manqués. On a commencé à créer des études sur les appels manqués. Fait que, tu sais, par exemple, en restauration, on a déterminé qu'un resto moyen va manquer autour de 450 appels par mois. Des concessionnaires, ça peut aller jusqu'à 1000-1500 appels. Là, ce que j'ai réalisé, puis moi, je viens pas de l'automobile, j'ai réalisé qu'il y a des gros concessionnaires et les plus petits concessionnaires. Fait que ça dépend vraiment de ton volume, mais c'est ça. Fait que je leur donne cette visibilité-là. Puis ça fonctionne super bien. C'est sûr que les managers réagissent à ça. Là. Je veux dire, moi, tu fais juste dire hey, t'as manqué 1000 appels. C'est soit des nouveaux potentiels clients, des clients actuels qui veulent upsell somehow, ou des clients fruits qui veulent peut-être partir. Je suis comme, hey, dude, faut que je parle à ce monde-là, somehow. Fait que ça adoucit ou ça optimise l'expérience client au lieu de la coter avec une boîte vocale, basically, TalkSoon. Tout à fait. Puis je pense que c'est un bon point que tu amènes là parce que quand... Tu sais, moi, j'ai tout le temps voulu optimiser mes affaires comme business owner. Ouais. Puis je ferais peut-être un pas vers succès scolaire. Nous autres, de notre côté, on avait environ 1000 tuteurs qui travaillaient pour nous autres. OK. Puis c'était géré dans un centre d'appel interne où est-ce qu'on avait environ 30-35 agents qui répondaient au téléphone. OK. C'est quoi succès scolaire? Juste vite. Succès scolaire, business de tutorat. Fait que la plus grosse business de tutorat au Québec, mission est d'aider les jeunes à
aller mieux à l'école. Fait que, principalement des élèves du primaire, du secondaire. Fait que ça, on avait 1000 tuteurs environ. Là, je pense que c'est un peu plus gros, mais des étudiants universitaires qui cherchent un petit job. Nous, on est un peu le middleman. Fait qu'on va aller recruter, sélectionner ces tuteurs-là. Puis là, après, on essaie de trouver des leads. Fait que SEO, Google Ads, les gens tombent sur notre site. Puis là, c'est là que vient un peu l'histoire de dire, moi, je veux, comme propriétaire d'entreprise, générer plus de revenus. Mais comment je fais ça? Si j'ai plus d'inscriptions de tutorat, je devrais avoir plus de revenus. Mais comment je fais pour avoir plus d'inscriptions? Si j'ai plus de parents qui m'appellent pour inscrire leurs enfants, je vais avoir plus d'inscriptions. Mais comment je fais pour avoir plus d'appels? Je vais avoir plus de gens qui me découvrent sur mon site web. Mais comment je fais pour avoir plus de gens sur mon site web? Je dois être vraiment bon dans du SEO, Google Ads, etc. Fait que moi, j'ai tout le temps breakdown mon funnel de revenus en micro-funnel. Okay. Puis je devenais obsédé pour les optimiser. Puis je le faisais moi-même. C'était pas une agence, c'était Benoît Archambault qui faisait. Puis comment tu optimises un funnel? Il faut que tu sois capable de tracker. Fait que moi, les appels, j'ai tout le temps tracké ça. Combien d'appels on a reçu hier? Combien d'appels on a manqué? Okay. Puis je pensais que les gens faisaient ça, mais en réalité, ils le font pas. Je suis allé voir plein de business, plein de concessionnaires automobiles qui dépensent des millions de dollars en publicité. Pour que le monde appelle. Pour que le monde appelle, tu sais. Puis combien d'appels t'as manqué? Ils le savent pas. Fait que c'est là que j'ai eu... Tu parles de red flag, green flag, là, pour moi, ça a tout été des... OK, ils le savent pas. Fait que, en tant que manager, si je leur donne un dashboard, qui sont capables de tracker ça in real time, qui a manqué l'appel, quel département, puis qu'est-ce qui est arrivé aussi une fois que tu as manqué l'appel. Parce que c'est pas juste leur dire, tu l'as manqué 10 hier. Granulairement, qu'est-ce qui s'est passé avec ces 10-là? C'est ça qu'on essaie de faire. Qu'on fait, puis qu'on essaie de s'améliorer, évidemment, tous les jours. Insane. Fait que c'est hot parce que ça nous donne un gros preview sur d'où, mettons, la douleur ou le problème initial a été détecté dans succès scolaire. Fait que, est-ce que tu dirais que c'est fair de catégoriser succès scolaire comme un marketplace, un petit peu, genre... Ou est-ce que d'un côté les tuteurs, de l'autre côté les parents et leurs enfants? Là, tout à fait. Tu sais, où c'était pas un marketplace, c'est que le prix était fixé par nous autres. Fait que, tu sais, c'était pas comme... got it. C'est tout le temps X dollars, tu sais, de l'heure. Puis nous, notre cote était dépendamment de l'expérience du tuteur puis de son mandat, etc. Fait que le parent, tu sais, un marketplace, habituellement, c'est... On l'a essayé de le faire un spin-off de ça avec Acadam, qui est une autre start-up. Ça a bien fonctionné, mais à un moment donné, j'en avais 2 en même temps, puis là, j'ai réalisé que je pense que je peux juste te concentrer sur un projet. Fait que je l'ai essayé le marketplace. Intéressant. Mais... en tout cas, on pourra s'en parler plus si ça t'intéresse, mais disons que ça n'a pas été le même succès que Succès scolaire. Puis aujourd'hui, TalkSoon, toi, t'as lancé ça en 2022, c'est ça? Ouais, en avril 2022, on s'est incorporé. Cool. Puis lance-moi une couple de métriques, genre la taille de l'entreprise, n'importe quel chiffre qui me donne un portrait un petit peu. On est 4 principalement. On a 2 co-founders techniques. OK. Shout out à Sam et Julien. Et on a ma conjointe qui s'est récemment joint à nous pour m'aider avec les clients. Donc, shout out à Liz. Fait que c'est ça, c'est moi puis Elisabeth qui s'occupe des clients. Puis on en a 2 co-founders très seniors, très excellents co-founders techniques. Cool. Puis c'est ça. Fait que 4 personnes. Déjà plusieurs clients. Ouais, on a passé, je pense qu'on doit être autour de 150 clients. On a, dans le fond, signé pour autour de 75 000 par mois de revenus récurrents. Qu'est-ce que t'approches le million? Ouais, ça s'en... en fait, je vais l'avoir d'ici à la fin de l'année. C'est plus une question de... Tu sais, un pipeline qui est très rempli en ce moment. Fait que c'est vraiment cool. C'est malade. Sinon, on va gérer plus que 40 000 appels par mois de nos clients. Okay. Fait que c'est ça. Moi, c'est mon metric qui m'excite le plus. Là. Je veux gérer des millions d'appels par jour. Fait que là, j'étais à 40 000. Fait que j'ai encore du chemin à faire. Mais c'est ça. On a commencé à commercialiser en janvier 2023. Okay. Fait que c'est ça. Ça fait peut-être 16 mois, mais c'est moi perso qui fait ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on pourrait aller plus vite. C'est pour ça qu'éventuellement, on va s'engager un premier vendeur qui va venir m'aider, mais c'est ça. T'es bootstrapped? Bootstrap, ouais. Ça a été financé avec ton propre... ouais, exact. T'as un cash. OK, cool. Tu m'as dit que t'étais né un peu dans la soupe de l'entrepreneuriat.
Fait que j'ai le goût de faire un petit flashback puis que tu me dis, genre, c'est quoi l'histoire la plus vieille, la plus old school que tu te rappelles de toi qui hustle ou entreprend? Ben écoute, la plus vieille histoire, parce que si on y va par vieille, c'est vraiment primaire en 4e année. Moi, je viens d'un quartier assez bourgeois de Montréal, Ville-Mont-Royal pour ceux qui connaissent. Puis j'allais à une petite école de quartier. Puis il y avait le quartier Côte-des-Neiges à côté, que ça, ben, tu sais, les parents de Ville-Mont-Royal, ils n'aiment pas trop ça quand tu vas à Côte-des-Neiges. Moi, j'ai réalisé, hey, je peux aller acheter des pétards à Plaza Côte-des-Neiges, vraiment pas cher. Puis les revendre à Saint-Clément, dans la cour d'école, pas mal plus cher. Puis. L'arbitrage. Ouais, fait que tu sais, juste ce concept-là de te dire, tu sais, j'étais en 4e année, t'achètes un pétard à 2$, tu le revends 10$. Comme. Moi, c'est un concept que j'ai vraiment catché vite. Fait que ça a vraiment bien fonctionné pendant 2-3 jours. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, un de mes clients, il a pété j'avais des bombes puantes. C'est un petit liquide, genre, qui sent, mon gars, mais incroyable. Là. Puis il avait pété ça dans l'école. Fait que là, il avait évacué l'école. Et là, évidemment, je me suis fait stouler. Puis ça l'a mis fin. Ouais, je me suis fait stouler. Puis là, c'est ça. Fait que ça a duré peut-être 2-3 jours, mais je pense qu'en 2-3 jours, tu sais, je m'étais fait genre 100$. Puis malade. C'est que j'étais content. C'est malade. Pour succès scolaire, j'ai le goût d'en apprendre plus parce que les gens vont peut-être avoir deviné là, que c'est terminé pour toi, cette aventure-là, mais tu as dit que ça continuait, succès scolaire, fait que tu es sorti. Avant qu'on se rende à l'exit, mettons en mitraille, genre, parle-moi de la genèse pour commencer. Genre, pourquoi tu as décidé de lancer ça? Avec qui? Parle-moi de ça. Écoute, tu sais, ben, j'avais la business de lavage de vitres déjà. Ouais. Puis là, on était à la fin de nos études, puis j'avais 2 cofondateurs qui, ben, tu sais, ils vont pas travailler dans le lavage de vitres. Moi, personnellement, je trouvais que le lavage de vitres, c'était cool. Genre, tu laves des vitres, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui disent, ben, moi, je veux être un laveur de vitres plus tard. Fait que tu deals avec quand même des ressources humaines que, tu sais, ils aiment pas tant que ça. Exact. Puis à un moment donné, lavage de vitres, c'est cool. Les vitres, ils se salissent à chaque année. Fait que t'as du repeat business. Mais je sais pas, je trouvais que, je sais pas, c'est peut-être un feeling. Je pense que je peux avoir quelque chose de plus nice comme business. Fait que j'ai eu l'occasion de vendre mes shares à mon cofondateur à ce moment-là qui fait ça encore aujourd'hui. Fait que ça, je suis très fier que Service MRO est encore en affaires. Mon ami, qui est encore mon ami aujourd'hui, vit très bien de ça. Fait que ça, c'est cool parce que, tu sais, pour moi, une business, ça dépasse les fondateurs. Puis ma copine, à ce moment-là, elle faisait beaucoup de tutorat. Okay. Elle était à l'université, c'était une bolle, puis elle se faisait tout le temps appeler. « Hey, peux-tu aider mon fils, ma fille? » Blablabla. Puis elle disait tout le temps non. T'sais, elle avait 2 clients qu'elle aidait, mais elle était à l'étude à temps plein. Fait qu'elle voulait pas avoir plein de clients. Puis ça fait des appels, quasiment un appel par semaine. Puis à un moment donné, je suis comme, non, tu dis tout le temps non. Ça existe une business qui va dire oui quand un client appelle? Tu vois, c'est un peu mon réflexe de dire. Fait que c'est là que j'ai regardé. Honnêtement, je suis arrivé chez nous, j'ai fait 2 petites recherches. J'ai réalisé qu'en France puis aux States, c'était des méga industries. Okay. Le tutorat, le soutien scolaire, le after school, c'était huge. Au Canada anglais aussi. Puis au Québec, ben, il y en avait, mais c'était des profs à retraite qui faisaient leur petite affaire. Fait que moi, je me suis dit, you know what, pas fait de plan d'affaires ou rien. J'étais allé sur Internet, checké dans Google, j'ai vu le SEO, le Google Ads, il n'y avait rien qui faisait. Je suis comme, check, je vais me faire un vraiment nice site, me mettre le paquet sur un site, me mettre des Google Ads que j'ai appris à faire à travers Service MRO, la business lavage de vitres. Puis, I'll try it. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé, man, puis j'ai fait mon site, puis la même journée, j'ai eu mon premier appel. Ah ouais. Puis de fil en aiguille, ça a vraiment bien fonctionné comme ça. Puis moi, je suis un gars, tu sais, très vision, développement des affaires, moins... Tu sais, je suis capable d'être opérationnel, mais c'est moins mon dada. Fait que c'est à ce moment-là que je suis allé chercher mon cofondateur, Félix, qui s'est joint à moi peut-être 7 mois après que j'avais fondé ça. Puis juste à partir de ce moment-là, ben, c'est là qu'on était 2, tu sais, dans la vingtaine, je pense qu'on avait 21, puis on était juste primés, puis on travaillait en tabarouette. Puis... tu sais, à un moment donné, tu mets une bonne idée dans les mains des gens qui veulent, ça va fonctionner. Fait qu'on voulait vraiment, puis c'est comme ça qu'on l'a eu.
quand t'as créé un site web de qualité, t'as affiché une coupe de pub sur Google Ads ou comment ça faisait ça, tu dis que t'as eu ton premier appel. T'avais-tu déjà banké ou réservé un peu des petites heures de l'autre bord? Ou t'étais YOLO, genre, si le monde m'appelle, I'll fucking figure it out? Bonne question. En fait, oui, j'avais déjà, je pense, un réseau de peut-être 10 ou 15 tuteurs. Fait au début, c'était Ben qui faisait des entrevues de tuteurs. Mais tu sais, moi, je suis pas en enseignement. Fait que moi, je me disais, j'étais pas, disons, à l'école, ça a tout le temps bien été, mais j'aimais pas l'école. Moi, j'étais là pour les amis, le cercle social, tout ça. Fait que je me disais, tu sais, Ben, en son 3, 4, qui aurait aimé avoir comme tuteur, tu sais, s'il avait besoin d'aide? Fait que, bref, mon processus de sélection, c'est, je serais-tu allé prendre une bière avec toi, là, tu sais? Fait que ça, c'était mes premiers tuteurs qu'on a sélectionnés. Fait que oui, quand j'ai eu mon premier appel, j'avais déjà genre un petit réseau. Puis... mais c'est tellement, je trouve, les premières histoires de premiers clients, c'est gravé en moi, puis c'est vraiment des cool stories, parce que t'es comme, je vais partir ça, puis tabarouette, là, ça marche. Il y a quelqu'un qui m'a donné de l'argent. Ouais, puis moi, ça part tout le temps d'une idée, d'une vision, puis là, ça se matérialise, puis t'es comme... Mais mettons, du peu de ton histoire que t'as conté à date, j'ai l'impression que t'as comme le flair d'entrepreneur parce que t'as fait genre, t'as peu, là, je peux acheter des pétards là-bas, faire un petit arbitrage du prix, ça va marcher ici. T'as peu, le lavage de vitre, genre, tout le monde a besoin de laver ses vitres. Puis là, la même chose, genre, tu sais, quelqu'un, je sais pas comment dire, quelqu'un de standard qui n'a pas cet esprit entrepreneurial-là, les appels que sa blonde prend puis refuse, il n'aurait jamais allumé sur Chris. Pent-up demand, là, genre, je peux créer de quoi pour ça. Fait que c'est cool de voir ça à travers le temps un peu. Puis, parlant à travers le temps, tu peux me faire une genre de chronologie des highlights de succès scolaire, genre, tu sais, j'ai le goût d'en accélérer, comprendre comment la croissance s'est passée. Écoute, tu sais, au départ, j'ai quand même 14 ans, fait que je vais essayer d'y aller en... Tu sais, j'ai fait ça pendant 14 ans, de 2006 à... J'ai vendu ça en 2020. Tu sais, ça a commencé une business, on faisait juste du tutorat à domicile. À un moment donné, on a ouvert des centres d'apprentissage. Puis là, à un moment donné, tu sais, la business a grossi, tu sais, de manière, tu sais, pas, c'était pas fou, mais là, à un moment donné, après 3-4 ans, on commence à se payer des salaires, puis on commence à embaucher nos premières personnes, staff, tu sais, temps plein. Et non tuteur, exactement. Puis là, à un moment donné, après peut-être 7-8 ans, là, ça commençait à débouler. Là, on allait voir les écoles, qu'on suivait leurs élèves, puis on leur disait « Hey, savais-tu qu'on suivait Frank, Simon, Ben? » Tu sais, ils ne savaient pas. Fait que là, à un moment donné, j'ai eu la vision, je me suis dit « Hey, si je leur build un tool qui sont capables de voir en temps réel tous les élèves que nous, on suit en tutorat, quand ils vont voir une compagnie à référer pour des élèves en difficulté, c'est nous qui vont voir parce qu'ils vont le savoir, qu'est-ce qui se passe. Fait que juste cette vision-là, un peu de comme, de se dire, on va innover dans le tutorat, on va créer des liens avec les écoles. Puis ça, à un moment donné, ça a vraiment déboulé. Même qu'à un moment donné, on est devenu une école, on a acheté un permis pour devenir une école privée. Fait que ça nous a permis d'être la plus grosse école privée d'école d'été. Fait que tous les élèves au secondaire qui échouent leur cours, je sais pas... Non, c'était pas toi. Je les ai pas échoués. Mais bref, tu sais, ton enfant coule son cours de maths secondaire 3, il doit reprendre un cours d'été. Mais tu sais quoi, les écoles en été, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent fermer puis prendre des vacances. Réfère-nous-les, nous, on va pouvoir les sanctionner. Fait que ça a été un gros milestone aussi de devenir une école. Puis à un moment donné, il y a une de nos clients qui nous a appelé et dit « Hey, ma librairie vient de faire faillite. Est-ce que, Ben, tu peux vendre nos manuels scolaires? » OK. Moi, je suis comme « Attends, là, c'est quoi ça, là? » Puis ça, c'est juste des relations que tu développes avec des clients que... Puis encore une fois, je t'ai dit, moi, le service à la clientèle, tu sais, j'ai tout le temps backé ma vente, là. Tu sais, c'est pas... Je suis un bon vendeur, mais à la base, t'es content de faire affaire avec moi. Fait que cette école-là nous a appelés, nous a dit, regarde, ma librairie vient de faire faillite, tu veux-tu vendre des livres? Mais là, ce qui est cool avec ce business-là, c'est que tu pognes une école, tu as tous les élèves d'une école. Fait que ce collège-là, dans le fond, il y avait 1300 élèves. OK. Fait que quand je pogne ce contrat-là, je pogne le contrat pour les 1300 élèves.
Pour la vente de livres. Ouais, la vente de livres. Fait que, tu sais, quand ton enfant est en secondaire 2, ben là, tu reçois une liste de l'école. Faut que tu achètes des duotangs, faut que tu achètes des crayons bleu-rouge, faut que tu achètes tes livres de maths, tes romans, tout ça. Ben là, pour les parents, c'est un mess. Faut peut-être te déplacer en librairie, dans le rush, au bureau en gros. Là, il en reste plus, tu sais, de la bonne couleur, whatever. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on a fait, un petit site Internet, magasin scolaire, tu choisis ton école, tu cliques ton niveau, puis là, tu sais, tu mets dans ton cart, puis tu reçois ta boîte chez vous. T'as pas besoin de faire des magasins, whatever. Fait que c'était un modèle un peu e-com, là. Ouais, c'était vraiment cool. Fait que pogner une école comme ça, puis ça a tellement bien fonctionné qu'à un moment donné, c'est devenu vraiment une division en soi. Ben c'est ça, parce que là, j'étais comme, Chris, ça fuck pas ton focus d'avoir autant de possibilités puis de services différents que t'offres au monde, genre. Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, quand on a commencé à faire ça, là, maintenant, ça fait 10 ans. Fait que, tu sais, Succès scolaire avait déjà 8 ans. Ça roulait Tu sais, bien. le tutorat, ça roulait. Puis moi, honnêtement, I get fed up. Tu sais, si c'est repeat, je me tanne. Tu sais, Félix me connaît bien. Tu sais, je trippe un peu comme bâtir des affaires. Fait que quand j'ai eu cette opportunité-là, ben ça n'a pas été compliqué. Ben, moi, je vais m'en occuper. Toi, occupe-toi de l'école d'été parce que, en fait, c'est une business d'été, right? Fait que lui, il s'occupait de l'école d'été. Moi, je m'occupais de développer ce projet-là. OK. Puis ça a vraiment bien été. On a pogné plein d'écoles, puis des belles marges. Fait que c'était le fun. C'était-tu des inks différentes? C'était pas des inks différentes. Il y avait certains avantages à le garder dans un ink, mais moi, je vois ça comme des inks différentes parce que, tu sais, c'est notre propre PNL, puis tu sais... Ouais. C'est juste qu'il y avait quand même certains avantages à le garder. Tu sais, ne serait-ce... C'est ça, faut que tu achètes beaucoup de manuels scolaires. Fait que tu les achètes d'avance, mais tu sais que tu vas te faire payer par les parents. Fait que des marges de crédit, tout ça. Je comprends. Fait que t'as plus de lustre des fois dans les entités existantes pour exact, le cash flow. Exact. Fait que ça, c'était cool. Puis continuer à faire ça. Puis... T'es à Montréal tout le long. Ouais, Montréal. Succès scolaire, c'est partout à travers le Québec. Fait qu'on a plein d'écoles de Québec mais aussi. Toi, physiquement? Moi, physiquement, tout le temps à Montréal. OK, ouais, c'est bon. Ouais, que de Montréal, je restais toute ma vie. Puis là, quand est-ce qu'on arrive vers la sortie de Succès scolaire pour toi? Comment ça se présente? À un moment donné, tu sais, je voyais que j'avais moins la flamme. Ouais. Puis moi, j'ai tout le temps dit à mon cofondateur, mais aussi à un moment donné, quand je vais sentir que je suis plus la bonne personne pour l'idée cette équipe-là, tu sais, je vais être le premier à lever la main. Mais évidemment, tu sais, ça faisait quand même 13-14 ans que j'étais dans le business, puis tu sais, c'est une belle business, là, ça générait de l'argent, puis tout. Fait que, tu sais, tu veux pas juste quit, là. Je veux dire, à un moment donné, t'as bâti une équité, t'as bâti une valeur d'entreprise, fait que, tu sais, tu veux faire un exit, puis un exit, c'est pas évident, là. Tu sais, t'en as fait un, mais c'est vraiment pas facile. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai dit à mon partner, tu sais, écoute, moi, j'avais 37 ans. Moi, là, d'ici 40 ans, j'aimerais ça passer à autre chose. Okay. Toi, comment tu te vois? Puis, juste ouvrir le dialogue. Ouais, c'est ça. Puis, nous, on avait un meeting à chaque semaine. Se parler, se garder aligné. Puis c'est ça. Fait que là, lui a eu le temps de réfléchir. Puis à un moment donné, il a dit Ben, j'aimerais ça t'acheter. Je me vois là-dedans à long terme. Puis la réalité, c'est que c'est vraiment une belle business, super belle mission. C'est juste que moi, c'était comme un peu repeat business service aussi. C'est tough à scaler, tu sais. Puis tu veux doubler, mais comme réalistiquement, les opérations, tu sais, doubler, ça veut dire bien plus de monde. Puis à la fin, je trouvais que je réglais plus des problèmes humains que des problèmes de business. Fait que t'étais moins motivé. J'étais moins motivé, moins de patience. Fait que j'ai levé, j'ai eu la discussion avec mon partner. Puis ça a été super rapide. Tu sais, quand lui m'a dit ça, Puis comment le deal se close ensuite, dans le fond? Fait que dans le fond, le deal, il a juste été retardé un petit peu. Fait que en théorie, le deal aurait dû se closer le 30 mars. Okay. Finalement, il s'est closé le 30 avril. Fait que ça a juste été un petit peu plus long. Parce que, tu sais, les banques, tout ça, à ce moment-là, pour finaliser le deal, c'était complexe. Mais là, pour TalkSoon, t'as déjà mentionné que c'est dans ce Succès scolaire que t'as vu le pain de shit comme business, je paye pour avoir de la demande, entre autres des appels, j'en manque un paquet, ça fait pas de sens.
avant TalkSoon, tu dit, avais-tu essayé de régler ce problème-là, mettons? D'une autre manière ou juste de montrer la métrique à ta team, faire que, hey guys, il faut qu'on remonte ça. C'est ça. Fait que nous autres, de notre côté, on suivait la métrique. On voyait le nombre d'appels qu'on manquait, puis on suivait ça de manière. À chaque semaine, on checkait ça. Puis on le comparait à la semaine de l'année passée. Fait qu'on était capable de prévoir, on va avoir plus d'inscriptions, moins d'inscriptions, de nos appels obtenus. Mais je te donne un exemple. Hey, la semaine passée, on a manqué 50 appels. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces 50 appels-là? J'avais la métrique, ça me faisait chier, mais je m'étais jamais questionné c'est quoi l'expérience qu'on offre à ces clients-là. Okay. Nous, notre système téléphonique venait avec une boîte vocale. Fait OK, ben quand on manque un appel, on l'envoie dans la boîte vocale. Après, nos messages vocaux qu'on recevait, on les mettait dans un Google Sheet, puis là, on exigeait à notre staff de faire 3 relances. Fait que même ceux qui laissent un message vont se faire appeler jusqu'à 3 fois avant d'être des lost leads. Fait que, tu sais, on était très anal dans OK, là, il y a. Ça, c'est mais je m'étais jamais questionné, mais il y en a combien qui laissent pas de messages vocaux? Ceux qui en laissent, on les rappelle, puis à cet effet, on pouvait perdre jusqu'à 40% de ces leads-là, juste parce qu'on n'est pas capable de les rejoindre ou que. Mais je m'étais pas questionné. Mais combien il y en a qui en laissent pas de messages? Fait que sur 100 appels, tu manques, si tu as 20 messages vocaux, il y en a 80. Il y en a qui vont rappeler, là, on s'entend. Puis il y en a beaucoup qui vont peut-être appeler à la compétition. Fait que c'est là que, non, je m'étais pas... Je savais le pain de manquer un appel parce que, comme tu dis, moi, je mettais beaucoup d'argent en publicité. J'achetais du trafic. Pourquoi tu achètes du trafic? Pour driver des conversions. Une de mes conversions majeures chez SuccessScaler, c'est un call. Tu vends du tutorat, tu veux parler aux parents, tu veux comprendre la situation. C'est pas comme tu achètes un livre. Là, fait que nous, les calls, it was like the conversion we wanted. Fait que c'est ça. C'est très cool. Puis comment tu... J'aime ça parce que tu as comme expliqué que c'était un pain, mais en même temps, quand tu es entrepreneur, tu as une montagne de pains et de problèmes. Puis là, toi, il fallait que tu crois... 3 business quasiment avec tout ce que tu as dit tantôt. Fait que tu sais, c'était pas genre dans ta hiérarchie top de problèmes. Fait que ce que j'essaie de poser comme question, c'est comment t'as réussi à convaincre les clients actuels que c'était comme worth mettre de l'argent là-dedans? Là? Ben, au début, je devais me convaincre moi-même. Okay. Parce que, tu sais, c'est... Quand moi, je suis convaincu, je pense que je suis un bon vendeur. Okay. Mais, tu sais, je suis pas un bullshitter. Fait que, tu sais, ce que j'ai fait... Fait que, essentiellement, quand j'ai vendu SuccessScaler, je devais rester 6 semaines pour faire la transition. Puis après, ben là, I was free. J'avais fait un bon exit. Puis moi, j'étais un snowboarder. J'ai tout le temps mis ça de côté dans ma vie. Je dis à ma femme, mes kids, là, on va prendre une année off. Moi, je ne veux plus travailler. C'était la pandémie. Je vais aller faire du snow au BC. OK. Fait que là, finalement, je t'épargne le temps. On s'en va au BC pour 6 mois. On loue une maison, vraiment nice maison. Puis là, à un moment donné, ça m'a popé. Là, j'avais plus rien à penser. Puis là, coudonc, tu sais, je savais qu'on manquait ces appels-là, mais c'était quoi l'expérience qu'on offrait? Il doit y avoir quelque chose de mieux qu'une boîte vocale pour convertir un appel manqué. Fait que là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, hey, tu sais, si on envoie un texto puis qu'on essaie de convertir ça en un rendez-vous téléphonique. Fait que tu manques un appel puis je vais essayer de te le booker en un rendez-vous téléphonique. Moi, j'aurais aimé ça. J'ai SuccessScaler pour faire ça. Okay. Fait que, bref, j'ai bâti un prototype en 1 mois. Puis là, qui je suis allé voir? Je suis allé voir mon ex-partner à SuccessScaler. Je disais, hey, on essaie de ça, tu sais. Puis tu sais, il m'a ouvert terrain de jeu. Mais à ce moment-là, c'est cool, ça. J'étais au BC. Moi, là, la dernière chose que je voulais faire, c'est de partir une autre business. Fait que je voulais juste m'amuser. Fait que j'ai testé ça. Je voyais que ça fonctionnait bien. Je voyais que ça marchait. Mais réalistiquement, je voulais pas me partir une autre business. Pourquoi? Parce que, écoute, c'est tough, man, partir une business. C'est tough. Puis à un moment donné aussi, tu sais, j'ai tout le temps été CEO d'une business. J'avais comme espoir de dire, ben, peut-être je pourrais joindre une business existante qui a déjà trouvé son product market fit, puis que moi, je pourrais apprendre aussi d'un autre, tu sais, CEO. Tu sais, genre, j'aime ça apprendre. Fait qu'il y a plein de bons founders out there. Je suis comme, tu sais, je vais peut-être skip l'étape de dérisquer. Puis c'est ça. Fait que finalement, ben, à ce moment-là, quand j'étais au BC, dans ces 6 mois-là, j'ai juste testé, mais j'ai rien fait de ça. Puis c'est vraiment 1 an plus tard que quand là, j'étais comme, OK, là, ça fait 1 an et demi là, que tu travailles pas. Tu
tu le sais, ton bird rate. Puis en fait, moi, c'était même pas mon bird rate, c'était plus, shit, est-ce que je vais devenir désuet, là, tu sais, quand à un moment donné. OK, ouais. J'avais une certaine anxiété de dire, tu sais, j'étais comme un expert SEO, Google Ads, mais ça bouge tellement vite, tu le sais. Fait que, comme. Fait que c'est là qu'à un moment donné, je dis, OK, bon, bref, j'ai essayé de join une business, ça a duré un mois, le fit était pas là. OK. Puis c'est là que ça m'a donné le coup de pied dans le cul de dire, hey, you know what, talk soon, je vais le faire. Fait que c'est un peu comme ça que l'idée est arrivée. Mais là, tu sais, j'avais pas de clients. J'avais pas rien. Le prototype, tu l'avais fait? Ouais, le prototype était prêt. T'avais payé un dev pour ça? Ouais, exact. C'était pas un web tech, je pense. Exact. Okay. Fait que t'avais un prototype qui avait marché. Puis, tu sais, j'avais pas de site Internet. Je faisais ça de mon Gmail. Tu sais, j'avais rien. J'avais même pas de TalkSoon. Tu sais, c'était pas un nom, c'était juste... Puis là, je me rappelle, j'avais sur Facebook puis LinkedIn, hey, je connais-tu? Parce que là, je suis comme, OK, qui manque des appels? Tu sais, fait que, des restaurateurs, ça manque des appels, des courtiers immobiliers. Ça... Fait que j'ai juste posté un petit message sur Facebook. J'ai-tu des amis, tu sais, qui connaissent des restaurateurs, des courtiers immobiliers? Puis là, il y a du monde, ils m'ont répondu. Fait que là, j'ai commencé à avoir ces discussions-là avec ces gens-là. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais le tester dans plein d'industries. Fait que je suis allé me chercher, tu sais, restaurateur, courtier immobilier, hôtel. Puis, un de mes amis connaissait un groupe de concessionnaires automobiles. Moi, je me suis dit, concessionnaires automobiles, tu sais, ils doivent manquer des appels, mais je connaissais pas ça. Fait que c'est là que j'ai testé le prototype. Tu sais, je leur ai tout dit, garde, essaye-là, je sais même pas si ça marche. On va le tester. Mais ce qui était nice, c'est que je peux vraiment aller dans le DB puis checker toutes mes comptes. Tu sais, je pouvais vraiment tracker si ça allait marcher. Fait que, comme je te dis, moi, je devais me convaincre moi-même que ça marchait. Nice. Puis là, après, là, on peut rentrer dans TalkSoon, là, mais ouais, absolument. Après, c'est là que après 3 mois de tests comme ça, je suis allé voir tous ces clients-là, des bêta testers. Puis là, c'était le fameux est-ce qu'ils vont. Je sais que ça marche, mais ils vont-tu être prêts à me payer? Fait que, c'est comme ça que ça a commencé. OK. Puis, est-ce que c'est à l'époque, au moment justement de relancer ces bêta-testers-là, que tu fais rentrer d'autres co-founders? Quand est-ce que les co-founders arrivent dans le décor? Ouais, fait que. C'était après que j'ai eu mes. En fait. C'était pendant la phase test. Là. Fait que je voulais tester pendant 3 mois. Il y a un de mes co-founders qui arrive parce que là, tu sais, j'avais déjà pris la décision que je me lançais là-dedans. Maintenant, c'était plus une question de verticale, de prix, puis de package. Mais j'étais déjà incorporé. Tu sais, j'étais comme, non, là, je vais pas en business. Puis, there's no turning back. Tu sais, fait I'm gonna make it work. Fait que là, le prototype termine. Je monte les stats. J'avais déjà mon premier co-founder qui était un great guy, senior developer, un peu, il fait un peu de tout. Fait que c'est avec lui que j'ai commencé, juste moi puis lui. Puis, tu l'as trouvé comment, lui? Lui, dans le fond, c'était mon voisin à Montréal. Qui, tu sais, je savais, c'est un des premiers développeurs de Lightspeed. Okay. C'est un des. Il était chez PlusGrid. C'est un gars qui est vraiment bon. Puis on s'entendait super bien. C'est un passionné de ski aussi. Fait que, ça l'aide. Puis on s'était toujours, ça serait le fun de travailler sur des projets ensemble, mais ça n'a pas fonctionné, tu sais. Puis c'est là que. Okay. Quand j'ai eu TalkSoon, il me disait, regarde, j'ai un mandat pour toi, ça te tente dessus. Mais il n'était pas cofondateur à ce moment-là. C'était un mandat. T'sais, moi, à ce moment-là, j'étais comme, check, moi, te payer. Là, puis c'est là qu'après, on a vu que ça fonctionnait bien entre lui et moi. Puis c'est là que j'ai officialisé le titre de co-founder avec lui. Fait que là, t'as un co-founder qui rentre là, plus technique, une espèce de, I guess, homme à tout faire, ou du moins très polyvalent d'un niveau technique. La troisième co-founder, c'est qui? Quand? Julien, lui, est arrivé en octobre, fait que ça fait un peu moins qu'un an, là, genre 10 mois. Moi, à travers TalkSoon, tu sais, l'important, c'est les conversions. Puis pour convertir, encore une fois, tu dois être vraiment bon dans le data analytics, puis le reporting. Fait que Julien m'a été introduit par un autre ami commun. Puis lui, il avait déjà une job à temps plein, mais tu sais, je lui montrais ce que je faisais, puis il était comme, man, c'est tellement simple, mais tellement efficace. C'est ça la beauté de TalkSoon, c'est freaking simple. Puis c'est ça, puis lui, c'est vraiment, tu sais,
ingénieur, je pense qu'il a un bac en médecine, il a quasiment fini un bac en médecine, il a un MBA, fait que, tu sais, il était consultant chez Deloitte pendant 5 ans, il amenait des projets de AI avant ChatGPT, fait que vraiment, vraiment un smart guy. Puis pour moi, c'était comme, OK, j'ai le développeur qui va faire de la tech, puis j'ai besoin d'être le meilleur pour analyser le data pour qu'on ait les meilleurs flows possibles pour convertir nos appels manqués. Fait que pour moi, c'est comme the data meets the developer meets the business guy. OK. Fait que je trouve que c'est un bon trio. Puis c'est ça, j'étais fier qu'ils se joignent à nous. Puis très content de... Considères-tu que tu as été chanceux sur le timing de la psychologie de ces gars-là ou ces gars-là étaient déjà prêts, ils étaient dans le mindset de se lancer en affaires, de prendre un peu de risque, d'essayer de quoi de nouveau, ou t'as dû les convaincre, genre, tu sais? Je pense que mon premier cofondateur, Samuel, c'est un gars qui a un petit... Ben, il a mon âge, un petit peu dans début de quarantaine. Fait que, il en a vu d'autres. Il a déjà travaillé dans des startups, Lightspeed. Fait que, lui, il adorait ça. Puis là, il avait un job de manager dans une grosse boîte de dev. Fait que, comme à un moment donné, il faisait plus de code, il faisait juste des meetings. Fait que, je pense qu'il était plus super heureux dans sa job. Cool. Julien, je pense que ça aurait un peu plus de temps à le convaincre, mais c'est un gars très analytique. Puis, il n'avait jamais travaillé pour une startup. Fait que, à un moment donné, ça peut faire peur aussi. Mais j'ose espérer que j'ai été assez persistant. Puis finalement, il a décidé de se joindre à nous. Mais je pense pas non plus qu'il était super épanoui dans son rôle actuel. Fait que je pense qu'il y a une question de timing puis une question d'astre qui était alignée à ce moment-là. Là. Très cool. Fait que je pense que tu as bien expliqué quand même la complémentarité là, entre vous trois. Puis la genèse un peu de cette relation-là. J'essaie de me demander, mettons, toi comme founder, tu considères-tu que tu as des unfair advantage ou des blind spots? Genre, c'est quoi ton profil de founder là-dedans aujourd'hui? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr, unfair advantage, j'ai beaucoup d'expérience. Fait que c'est ma 6e entreprise. Fait que, je sais ce qui est important, à mon avis. Fait que, c'est sûr que, Ben qui commence à 18 ans, ben aujourd'hui, je pense que mon temps est beaucoup plus mieux utilisé. Ouais. Blind spot, c'est sûr que moi, j'ai tout le temps été en B2C. Fait que j'étais super bon pour, B2C, il faut que tu attires bien des clients. Fait que, paid ads, SEO, tout ça. B2B, ben, j'ai jamais fait ça. Fait que, je me débrouille très bien produit parce que même dans le succès scolaire, j'ai tout le temps payé des devs avant même de me payer un salaire. Fait que j'ai tout le temps géré des développeurs. Fait que ça, au niveau de technologie, comment prioriser un backlog, être capable de dire tel feature, time versus value, comme qu'est-ce qui arrive en premier. Ça, j'ai tout le temps été très bon là-dedans, mais c'était pas des SaaS que je vendais, c'était une business de service, mais on a bâti quand même un gros logiciel. Fait que moi, je te dirais, c'est plus mon manque d'expérience en B2B sales Mais t'as pas de l'air d'avoir trop de misère à date? Ben, tu sais, oui, c'est sûr que je suis un bon vendeur, mais là, ça revient à comme, OK, là, c'est du founder sales, tu sais. Là, comment ça va être quelqu'un d'autre qui va vendre? Comment tu trouves un vendeur? Comment tu sélectionnes un vendeur? Comment tu rémunères un vendeur? Alexis Boucher de Vasco, il est venu sur le pod très récemment, là. Dépendamment de quand ça sort. Mais lui, justement, c'est un sujet, il en mange de ce genre de sujet-là, là, de go-to-market, de comment tu passes de founder-led sales à juste comme team-led sales, puis avoir un système en place. Fait que ça va être des beaux défis qui s'en viennent pour toi. C'est vraiment ce qui m'attend. Puis tu sais, c'est sûr que là, tu sais, TalkSoon, ça marche partout. Mais là, on se demande beaucoup, tu sais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça marche partout? Ben, ça marche en plein de verticales. OK. Donc, tu sais, en ce moment, on est très fort dans l'automobile. Restaurant, tu sais, on a plein de types de business. Mais là, est-ce qu'on verticalise? Est-ce qu'on focus à 100% tu sais, automobile? Fait que, tu sais, j'ai encore des blind spots là-dessus, là, de savoir. Puis, tu sais, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Ismaël de Kimobi, tu sais, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là. Puis, tu sais, eux autres, c'était un peu comme moi, je pense, au début. Tu sais, il y avait plein de clients, puis là, à un moment donné, ils ont fait un focus automobile. Fait que c'est sûr, j'essaie de m'inspirer de ça. Mais en même temps,
c'est tough. Tu sais, ça fait juste 1 an et quelques que je commercialise. Fait que c'est tough de complètement, tu sais, d'être autant focus, on dirait. Ouais. C'est peut-être trop early, mais je sais pas. C'est ça mes blind spots. Non, mais c'est legit, c'est honnête, puis ça fait partie du fun du début, là, de figure out ce genre de trucs-là. Y a-tu des compétiteurs directs, mettons, à TalkSoon? Ou indirects, là? Ben, c'est sûr que moi, comment je vois ça en ce moment, mon principal compétiteur, c'est une boîte vocale. OK. Fait que tu actives une ligne téléphonique, tu es un restaurateur, un concessionnaire automobile, ça va venir avec des boîtes vocales. Fait que moi, j'aime dire que mon compétiteur, c'est la boîte vocale. Fait que c'est très facile de gagner cette bataille-là. Évidemment, ben, tu sais, il y a des centres d'appel traditionnels. Fait que, tu sais, quand tu manques des appels, tu peux le re-forward à des centres d'appel, qui est souvent plus coûteux. Puis souvent, ben, ça dépend. Il y a différents types de centres d'appel, mais souvent, ces centres d'appel-là, ben, il va juste prendre les coordonnées des clients, des messages, humainement, puis là, ils vont le retransmettre à la business. Fait que, puis sinon, ben là, c'est sûr qu'avec ChatGPT, tout ça, il y a beaucoup de hype dans les genres de AI phone assistants, que je suis un peu mitigé, puis tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On teste des flows, mais nous autres, on est très axés vers, c'est ça, les conversions. Tu sais, c'est comme, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de hype. Reste à voir, est-ce que ça marche vraiment? T'sais. Hey, AI Phone Assistant, c'est-tu genre, c'est une personne synthétique qui me répond au bout du fun? Puis que là, il essaie de il essaie de comme, comprendre ton intention, puis qu'il essaie de répondre à ta question ou de te convertir ou peu importe. Ça peut être super pertinent. Ouais, ça peut dérailler aussi. Là. Mais ça peut dérailler. Puis c'est ça. Puis tu sais, mon cofondateur, c'est quelqu'un qui a fait un énorme projet avec une grande banque de conversational AI. Puis tu sais, la réalité en créer une démo que je vais te pitcher comment c'est hot, puis en production avec des milliers d'appels, que la réputation de tes clients, elle est en jeu. Puis on l'a vu récemment, je pense que c'était avec Bonjour Québec, quelque chose, ou une autre affaire. Ils ont mis un iPhone Assistant, puis le lendemain, tu le vois dans les journaux. Fait que tu sais, il y a quand même des risques réputationnels de dire, ben, c'est du AI qui répond à ton appel. Puis c'est pour ça que nous autres, on est très prudents, puis on veut le faire, mais être, en premier lieu, nous autres même convaincus que ça va convertir mieux que les flows qu'on fait en ce moment. Ouais. On va pas juste faire des iPhone Assistant pour suivre le hype de ça, tu comprends? Super fair. Votre pricing, ça ressemble à quoi, Ben? Comment tu détermines le pricing d'une SaaS, Frank? Ouais, j'ai une couple de heuristics pour ça. Le premier heuristic, c'est probablement plus cher que ce que tu penses. Tu peux probablement charger plus cher que ce que tu penses. Mais blague à part, souvent, ce que je vais essayer de faire, c'est à travers des jobs to be done interviews, fait que des customer interviews, je vais comprendre toute, mettons, la linéarité d'une décision pour essayer de régler un problème. Puis là, je vais dire, OK, c'est qui les personnes qui sont impliquées à chaque étape différente? OK, ce monde-là, ils ont quel genre de rôle dans une compagnie? Ça coûte combien, mettons, de l'heure runner ce monde-là? Super. Est-ce qu'ils ont déjà essayé de régler ce problème-là d'une autre manière? Oui. OK. Combien ça coûte, cette autre manière-là? C'est-tu du temps homme? C'est-tu un autre logiciel? Peu importe, right? Du papier, à la limite. Puis je vais essayer de me faire une map comme ça où est-ce que je peux tirer des hypothèses de en temps, mettons, gaspillé ou en dépenses logicielles X, ça coûte à peu près ça. Moi, je sais que je règle le problème, mettons, d'une meilleure façon. Fait que je devrais être capable de me situer autour de ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est des heuristics de base qui sont très hypothétiques, mettons, là. Je les sors un peu de mes fesses, là. J'étudie et tout ça, mais après ça, ce qui est cool avec le pricing de SaaS, c'est que c'est genre itératif. C'est-à-dire que Chris, man, c'est genre un chiffre dans un CMS, là, à la limite, puis dans Stripe après, là. Tu sais, tu peux le switcher souvent, là. Fait que, tu sais, Jean-Gabriel du chiffre disait ça. Là, il disait si tu gagnes plus que 80% de tes deals, ça veut dire que tu ne charges pas assez cher. Faut que tu ailles chercher le plafond. Puis fait que tu sais, Titer, tu vends de plus en plus. C'est con, mec. Genre, avec ça se passe. J'ai fait ça aussi avec certains trucs que je vends. Fait que, une hostie de long-winded réponse pour dire genre, il y a des barèmes que tu peux mettre pour avoir des premiers bets, mais ensuite, la clé, c'est de tout le temps expérimenter, dans le fond. Vers le haut, je pense. Tu veux que je te raconte comment moi j'ai déterminé mon pricing? Fait que, je trouve que c'est une cool histoire parce que, tu sais, là, rewind,
j'ai mon prototype. Ouais. Là, ça fait 3 mois que tous ces business-là le testent. Moi, je le vois, le data. Je le vois que ça marche. Là, t'es convaincu, mettons. Là, moi, je suis convaincu. Ouais. Mais là, c'est comme, sont-tu prêts à payer? Ouais. T'sais? Ouais. Fait que là, je te donne un exemple. Premier restaurateur, tu sais, j'avais un restaurateur. Puis là, je le savais, moi, j'avais booké genre 100 quelques réservations avec ces appels manqués. Fait que la première erreur que j'ai faite, c'est combien tu serais prêt à payer pour ça? Ouais. Tu sais, demande pas à quelqu'un combien il est prêt à payer, t'auras pas ta réponse. Fait que premier call que je fais, puis là, je pense qu'il m'avait dit genre 100$ ou 70$. Fait que là, j'étais comme 100$ par mois, là. Mm-hmm. Là, je suis comme, attends, genre, je t'ai booké comme 115 réservations. Puis là, je commence à faire les maths avec lui. Je suis comme, moyenne. c'est ça. Fait que là, ta facture moyenne, c'est combien? Là, il dit, entre 24 puis 30$. Je suis comme, non, une facture moyenne, c'est un chiffre. Là, c'est pas entre 24 puis 30, c'est 28 et 65. Moi, j'essaie de faire les maths derrière, de dire, ben, combien de revenus il a généré avec ces réservations-là? Fait que, en réalité, c'est quoi ta marge? Mm-hmm. Fait que, tu sais, je devrais être capable de faire un case que genre, dude, ça vaut au moins ça, right? Ouais. Mais bref, j'ai réalisé, tu sais, ils connaissent pas leurs chiffres. Ben, je vais pas généraliser, mais tu sais, ils connaissaient pas ces chiffres. Fait que c'était tough de faire le business case. Puis moi, j'avais demandé combien t'es prêt à payer. Fait que là, le next call, le lendemain, je me suis dit, non, je vais pas demander combien t'es prêt à payer. Mm-hmm. Je vais dire, ben, voici combien ça va coûter. Puis là, je pense que j'avais dit genre 200$ par mois, un autre business. Mm-hmm. Ben non, c'est bien trop cher, 200$ par mois. Je suis comme, OK, ben, cool, ben, je te remercie de m'avoir fait le test. Fait que, on va l'enlever. Mais non, Benoît, tu peux pas me l'enlever. Fait que, dans le fond. OK, parce que ça, c'était ceux qui roulaient déjà en test. C'est ça. Okay. J'étais déjà là, j'ai pas gagné, puis ils voyaient là, les leads rentrer, puis tout. Fait que là, ce que j'ai compris, c'est que, il faut que tu arrives avec un prix. Puis tu le sauras pas combien il est vraiment prêt à payer tant que tu l'as pas menacé de l'enlever. Parce que sinon, si j'avais dit 200$, c'est pas de trouble. Mais comme tu as dit tout à l'heure, tu ne peut-être pas assez ça. Si j'avais dit 500$, c'est quand qu'il va l'enlever. Mm-hmm. Puis j'ai eu vraiment... fait que là, ça, c'était mon deuxième call. Mon troisième call, qui est le plus intéressant à mon avis, je m'en vais avec concessionnaire automobile, Jimmy, qui a été pour moi, vraiment, je vais me rappeler de ce gars-là toute ma vie. Je m'en vais luncher avec lui. Puis là, je suis comme, OK, là, business de lavage de vitre, 150$, restaurant. Je suis comme, tabarouette, ça va être long, là, tu sais, atteindre 100 000 de MRR, là. Il faut que j'en vois du monde. Puis là, fait que moi, dans ma tête, je suis comme, OK, là, tu sais, concessionnaire, j'ai vu comment ça marchait. Fait que là, je m'en vais luncher avec Jimmy. Puis là, j'y montre les stats. Tu sais, il me dit, hey, puis Ben, combien ça va me coûter, tu sais? Puis honnêtement, genre, j'étais comme, Jimmy, honnêtement, j'ai aucune idée, man. Qu'est-ce que t'en penses? Puis le gars, il était vraiment blood, il était vraiment drôle. Il m'a dit, hey Ben, regarde, m'a t'expliquer quelque chose avec les concessionnaires automobiles. On est tous des gros poissons, on achète tout, mais au de 1000$ par mois, on a bien de la misère. Par dealer, par concessionnaire. Puis moi, je n'avais 6 avec lui. Puis du moi, j'ai aucun problème de payer 1000$ par mois pour mes 6 concessions. Fait que moi, je sors de ce lunch-là. Puis là, je suis comme, OK, juste avec lui, je pars avec 6000$ d'MRR. Je suis comme... Au lieu de 200 avec l'autre. Ben, fait que là, moi, déjà là, je suis comme, mais là, je comprends. Lui, il met plein de cash en pub. Fait que c'est sûr que pour lui, un appel manqué, ça vaut plus cher qu'un autre, tu sais, disons, un restaurateur qui comme, va se faire quelques piastres. Fait que c'est là que j'ai vraiment compris que, ben, il y a des verticales différentes. Puis, tu sais, Jimmy, c'est vraiment un personnage, c'est vraiment un gars. Tu sais, à ce moment-là, il aurait pu me lowball. Il aurait pu dire, tu sais, mais il a été vraiment cool. Puis à partir de ce moment-là, ben là, moi, je vais me focus sur toi. Là, toi, tu me fais confiance. Puis après, ben là, moi, je suis redevable. Fait que j'ai bâti TalkSoon pour lui, évidemment pour d'autres par la suite, mais j'ai fait les intégrations avec son CRM. Fait que j'ai fait plein d'affaires. Puis à un moment donné, ben là, non seulement il m'a été un de mes premiers clients comme ça, mais après, il m'a ouvert des portes avec d'autres clients. Fait que pricing, 1000$ par mois, c'est Jimmy qui l'a benchmarké, ce pricing-là. Puis là,
c'est plus ça maintenant, là, ça a évolué. OK. Mais, Ça a évolué comment? ben, c'est que... Segmentes-tu par vertical? Fait que, ben, écoute, je vais y aller rapidement, là, parce que, tu sais, je pourrais t'en parler. Oh, rapidement. Tu sais, essentiellement, là, j'ai d'autres concessionnaires qui disent, ouais, mais là, moi, Ben, je le veux juste au service, je le veux pas aux ventes. Tu sais, parce que les concessionnaires automobiles, t'as comme des départements, services, ventes, pièces. Puis là, un de mes concessionnaires, il dit, ouais, mais moi, je le veux juste au service. Je le veux pas aux ventes. Je suis comme, OK, ben, Jimmy, je l'ai au service et ventes. Fait que 500$ par mois, tu sais. J'ai juste coupé la poire en deux. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, OK, il y a des gros dealers puis il y a des petits dealers. Il y a des dealers qui vont manquer 1000 appels par mois, puis il y en a d'autres qui vont manquer 200-300. Fait que c'est là qu'à un moment donné, j'ai évolué le pricing en fonction d'un volume d'appels manqués puis d'un département. Combien de départements, tu sais, on va l'implanter. Ouais, c'est bon, ça. C'est très bon parce que ce que je veux que le monde en retienne de tout ce que tu viens de dire, là, c'est que ce que je trouve nice à propos de ce que tu as fait avec ton pricing, c'est que tu es allé sur le marché, tu es allé valider c'est quoi les nuances et les subtilités dans le processus décisionnel ou juste dans la perception de ton produit. Fait que le marché va t'éduquer. C'est ça la leçon pour le monde qui écoute. Allez-y, testez, ayez des conversations, essayez de mieux comprendre. Ce que tu as fait, c'est parfait. La question, le point un peu plus spécifique à propos de ce que toi tu as fait, c'est que pendant que tu expérimentais avec ton pricing, tu avais comme basically un freemium qui roulait. Right? Fait que les gens avaient déjà goûté à la valeur du produit. Penses-tu que ça... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un freemium? Y a-t-il une période? Non? Ben, en fait, c'est une bonne question parce que ce que j'ai réalisé avec notre produit, c'est que quand tu l'essaies, c'est vraiment tough de l'enlever après. Fait qu'il y aurait peut-être un play intéressant à se dire « Hey, essaye-le. » En ce moment, ce que je fais, moi, il y a une phrase que j'utilise pour désamorcer toutes mes sales calls. OK. Moi, je veux générer de l'argent avec toi, mais je veux m'assurer que tu sois content de me le donner. OK. C'est bien, ouais. Puis ça, c'est Benoît Charles. Comme dans toutes mes business, ça a tout le temps été ça. J'ai un désir de bâtir une relation avec mon client qui est content de me payer. Nice. Puis, fait comment je traduis ça dans mon contrat? Parce qu'au début, c'était des handshake agreements. Mes premiers clients, là, tu sais, ben du monde, il faut que j'aille mon site web, il faut que j'aille mes terms and conditions. Dude, man, j'avais pas de site, je faisais ça de mon Gmail, là. Puis j'avais pas de contrat, là. C'était tout des handshake agreements, là. Avec Jimmy, le 1000$ par mois, j'avais pas de contrat, là. À un moment donné, j'ai pas le choix, là, tu sais. Fait que là, j'ai fait mon contrat. Fait que dans le fond, dans mes terms, en ce moment, ce que je dis, c'est t'as 30 jours, habituellement, c'est des contrats de 12 mois. T'as 30 jours pour, tester la plateforme. Si t'aimes pas ça, je vais te rembourser. Fait que je veux pas ton argent. OK. Right? Mais si t'aimes ça, ben, tu vas me payer. Fait que, dans les 30 premiers jours, fait que c'est un peu comme... Ahrefs font ça. Il y a plein de logiciels qui font ça, en fait. Ben, pour moi, c'est différent d'un free 30 days. Parce que ton free 30 days, ben, pour moi, ça te coûte... Tu sais, je mets du temps pour, closer ce client-là, 2, l'onboarder. Fait qu'à un moment donné, si t'es content, ben là, tu sais, paye, là. Absolument. Puis, fait que c'est comme ça que je le fais en ce moment, mais la réalité, à un moment donné, peut-être qu'on va être un peu plus self-serve. Ben, peut-être qu'on aurait un genre de, tu sais, testé pendant 30 jours, parce que à date, je pense que ça m'est arrivé une fois là, qu'il y a un client qui l'a testé, puis après le 30 jours, il l'a annulé. Sur 100 plus clients. Ouais. Fait que, tu sais, une fois que tu l'as, c'est tough de sentir partir. C'est hot, c'est très hot que ce soit sticky comme ça. Est-ce que c'est long à implémenter? C'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas mis beaucoup d'accent dans le développement du côté admin de la chose. Fait que, par exemple, créer des users. Fait que, pour moi, ça n'ajoute pas de la valeur au client. Fait qu'en ce moment, on a un développeur. Fait qu'on essaie de vraiment tout mettre son temps sur qu'est-ce que ça va amener plus de valeur au client. Fait que même si moi, ça me prend 2 heures à patenter, c'est pas grave, là, c'est juste mon temps. À un moment donné, ça va devenir un problème quand on va me boarder des centaines de clients par semaine, tu sais.
pour l'instant, ça n'a pas été un problème. Nice. Fait que c'est pas si pire. Peut-être 2 heures de setup, max, hein, gros max. Puis après, ben là, on doit onboarder le client. Donc, une petite formation. Au début, c'est moi qui faisais tout. Mais là, justement, ma conjointe s'est jointe à moi. Puis elle m'aide vraiment pour s'occuper des clients maintenant. Combien de temps la formation? C'est peut-être 15-20 minutes. Remote? Ouais, tout remote. On fait tout remote. C'est pas si pire, là. C'est pas Non. Pour le price pour point qu'on est, c'est pas quelque chose à 100$ par mois. Là. Fait que, puis, tu sais, notre formation, encore une fois, là, c'est ma femme qui le fait en live, mais tu sais, on pourrait très bien te faire des vidéos, on pourrait très bien t'onboarder par la plateforme. C'est juste que, c'est ça, on est dans une phase où est-ce on amène du gaz au moulin, qui pour moi, c'est les revenus. Puis on est dans une phase de comme, OK, maybe it's time to also prendre un step back, peut-être d'optimiser, trouver une. Qu'est-ce qu'on. Ouais. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que là, tu sais, je handle tout ce monde-là, puis gros pipeline aussi. Fait que. Mais c'est des beaux problèmes. C'est des beaux problèmes, exactement. C'est pour des beaux moi. problèmes, puis t'as pas fait l'erreur que plein font qui sont de over-planifier, over-engineer, que ce soit leur growth, leur canal d'acquisition ou juste le produit, le pricing. Non, tu t'es focusé sur hey man, le pain que je règle, là, c'est que je convertis tes appels manqués. Là. Puis ça, je vais m'assurer que genre tu sentes ce relief de douleur-là tellement que le reste, après ça, on va le figure out. Right? Tu sais, t'as pas besoin d'avoir un automatic onboarding flow avec un AI assistant qui te dit où cliquer puis quoi faire. Au début, tu peux faire la formation de 20 minutes. Puis toi, tu peux te patenter dans ta DB pendant 2 heures. Exact. Au début, tu peux faire ça, des affaires qui ne scalent pas. Puis tu te barres pas... tu t'empêtres pas les pieds dans le tapis, c'est quoi là? Tu t'enfarges pas dans le tapis, là. Dans les fleurs du tapis. Je sais ce que tu veux dire. Puis c'est un réflexe puis une attitude que je veux que le monde qui se start n'oublie pas. Puis souvent, des fois, quand t'as des engineers qui startent une startup, man, dude, le produit, c'est genre world class crud app. Puis t'es comme, dude, tu du monde qui vont l'utiliser, genre, tu du monde qui sont prêts à payer pour vrai. C'est ça le premier truc. Ben, moi, je dis souvent, tu sais, there's no business without a sell. Fait que, ouais. Tu sais, ouais, j'avoue. Il y en a. Même si c'est une Inc, c'est pas. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr que là, il y a beaucoup de monde qui vont raise de l'argent. Ils n'ont pas de vente, mais ils vont raise. Tu sais, t'as besoin de cash, là. Je veux pas. Fait que pour moi, ça a tout le temps été, OK, là, mon focus numéro 1, il faut générer des revenus. Parce que moi, mes cofondateurs, je les paye des bons salaires. Ça vient de mes poches, là. Fait que, tu sais, premier milestone, c'est nice, là, je génère assez de revenus pour pas perdre de l'argent chaque jour de mon cash. Là, next step, là, j'ai un deuxième cofondateur, ben, il faut que j'amène plus de revenus. Là, tu vois, là, je suis à l'étape que là, on génère plus de revenus que nos frais. Fait que là, c'est comme, OK, est-ce que Ben commence à se payer un salaire? Mon réflexe, c'est plus, tu sais, pour l'instant, j'ai pas nécessairement besoin de me payer un salaire. Fait que j'ai besoin d'aide. Je veux aller plus vite. Je veux engager un autre dev. Okay. Une autre personne aux ventes aussi. En fait, une première personne aux ventes. Fait que c'est pas mal ça que je fais. Fait que, ouais. On est à des places similaires, man. À différentes échelles, là, tout, c'est du software ce que tu fais. Fait que ça va scaler probablement beaucoup plus que ce que je fais. Mais en termes de genre, toutes mes dépenses sont couvertes. Il y a un excédent. Je suis comme en train de me dire, OK, je me paye cette année un peu ou plus l'année prochaine. Je veux-tu réinvestir? C'est cool. Puis moi, tout, c'est mon cash perso que j'ai fait avec la vente de Snip qui a été déployé dans le début de SaaSpace. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant le parallèle pour moi, du moins. Fait que là, l'acquisition, là, il n'y a rien de méga sophistiqué encore, right? C'est-tu mostly Ben qui pick up the phone, écrit des courriels, show up en personne, puis qui fait du biz dev, puis qui close des ventes, genre? Ouais, fait que c'est Ben qui fait ça. En personne, je l'ai fait un petit peu, mais c'est sûr que je suis moins au Québec. Fait que c'est plus tough. Mais ouais, fait que c'est moi, tu sais, beaucoup passé par votre réseau, là, tu sais, à la base, des warm intros, c'est la meilleure chose. Puis moi, je me dis tout le temps, tu sais, j'ai bâti des bonnes relations avec tellement de monde dans ma vie. Les gens me connaissent aussi, je suis une personne de confiance. Fait qu'à un moment donné, si je t'appelle, Frank, je te dis, hey, j'aimerais ça parler à telle personne, tu le connais, ben, tu sais, je pense que tu vas m'intro à cette personne-là. Du moins, je le souhaite, je l'espère. Fait que je me dis... Fait que c'est comme ça que j'ai commencé.
d'aller voir, est-ce que je connais des business owners? OK, là, je suis allé voir ces business owners-là. Là, je connais-tu des amis qui connaissent des business owners? Fait que là, t'es comme ça. Puis là, une fois que t'en as, ben là, hey, t'es content de me payer pour mes services? Ben, tu connais-tu d'autres clients? Fait que tu m'intro. Fait que la réalité, c'est qu'avec 5 clients ou 10 clients à la base, ben, tu peux passer à 50, à 100. Ça va faire, boule de neige. Évidemment, il faut que ton produit, il faut que les gens soient contents. Il faut que tu aies une bonne réputation. Puis moi, ça revient à dire, ben, je pense que les gens que j'ai développé des bonnes relations, si je leur demande une intro par personne, j'espère qu'ils vont le faire. Comme si moi, quelqu'un m'apprête, tu as besoin de parler à quelqu'un que je connais, for sure que je vais t'intro. À un moment donné, il faut s'entraider. Fait que c'est sûr qu'un intro versus cold, c'est le jour et la nuit. Là, tu fait du cold un peu? J'en ai fait, j'ai 10 concessionnaires que j'ai fait cold. Cool. Email? Email, écoute, je l'ai. Email, appel téléphonique. Évidemment, je tombe dans la boîte vocale. Fait que là, je laisse un message vocal. Là, après, je fais un Loom. Fait que, tu sais, je voulais... Parce que je veux commencer à faire du cold outreach. À un moment donné, les warm intros, c'est cool, mais tu sais, faut qu'on devienne une machine à outbound, tu sais. Fait que je me suis dit, avant d'engager quelqu'un outbound, moi, je vais essayer de figure it out moi-même, ça marche-tu ou non. Puis sur ces 10-là, j'en ai 2 qui ont closé, qui est vraiment excellent, à mon avis, là, 2 sur 10. Ouais, mais c'est ça, là, en ce moment, c'est que je suis tellement pogné dans les ventes puis dans mon pipeline que j'ai juste pas le temps. Puis c'est pour ça que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de passer à la prochaine étape. Mais c'est malade, man. Encore une fois, j'ai l'impression que un des thèmes avec toi comme founder 0 à 1, c'est que tu t'en fâches pas d'un fleur du tapis. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué au début, là. Qui que tu connais qui pourrait peut-être vouloir payer pour ça ou qui connaît quelqu'un qui voudrait peut-être vouloir payer pour ça, tu réussis à payer une couple de clients, parfait. Tu fais des case studies comme tu as fait des case studies, genre une couple là, quand même. Ouais, j'essaie d'en faire un par semaine. C'est ça. Tu utilises ça comme preuve sociale pour avoir du monde similaire à eux autres ou tu demandes à eux s'ils sont satisfaits de t'introduire. Tu sais, l'espèce de boucle de croissance organique puis de referral du début, genre, c'est le temps de mettre juste du jus de coude de courriel, de preuve sociale, d'intro. C'est le temps de le faire puis tu le fais crissement bien, je trouve. Puis ça va être excitant de voir comment tu systématises la suite. Tu sais, genre, là, tu fais une embauche, mettons une personne en vente. OK, je me fais ça un genre de pipeline de même. C'est quoi un marketing qualified lead pour moi versus un sales qualified lead ou je sais pas trop, là. Fait que c'est une de tes prochaines embauches, Ben, sûrement? C'est ça. Fait que dans le fond, là, je suis rendu à cette étape-là de dire, Ben, il a besoin de se concentrer sur the bigger picture, Absolument. Optimiser des processus, tu sais, notre marketing. On fait 0 marketing. On fait quelques posts là, sur LinkedIn, tout ça, mais tu sais, c'est pas systématique. Fait que c'est pas... Là, il faut qu'on trouve la recette. Puis je suis quand même bon là-dedans. Fait faut juste que je me départisse des ventes, ou du moins d'une partie des ventes, parce que j'aime ça. Pour moi, être en contact client, j'adore ça. Je veux pas complètement me retirer de ça. Mais j'ai besoin d'aide parce que là, je fais pas les relances. Dans mon HubSpot, j'en ai bien des relances à faire, puis des tasks à faire, puis des... C'est dans HubSpot que tu... c'est ça. Je suis pas un gars de CRM, là. J'ai pas mon premier CRM que j'ai. Fait que là, je fais ça dans HubSpot. C'est-tu le meilleur? I don't know. Mais c'est ça. Fait que la réalité, c'est que that's the next step. C'est de trouver quelqu'un qui va venir m'aider pour vraiment croître les ventes, puis que moi, je suis capable de me dégager de ça sans que la business fasse de même. Parce que là, ça fait de même. Mais moi, on a besoin de plus de gaz. Si on veut engager un autre dev, on a besoin de plus de revenus. Fait que si moi, je fais pas ça, ça va faire ça. C'est hot, c'est excitant, man. Ouais, man. C'est pour ça que, ce que j'ai réalisé avec l'expérience, c'est que, moi, je suis vraiment un gars 0 to 1. C'est là que je trippe. Puis je pense que je suis vraiment bon là-dedans. À un moment donné, ce business-là, peut-être qu'elle va me dépasser aussi, moi. Puis en fait, c'est peut-être ça que je souhaite aussi. À un moment donné, TalkSoon, ce que j'aime par rapport à Succès Scolaire, c'est qu'on a vraiment un potentiel mondial. C'est incroyable, le potentiel. Je veux dire, moi, j'ai appelé des business partout dans le monde, puis c'est répandu, le voicemail ou des musiques d'attente. Fait qu'il y a quelque chose à faire partout. Puis j'ai beaucoup d'ambition. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va être de gérer une grosse équipe. Puis c'est là que peut-être mon
ton journey va peut-être... Ben, mon play, je pense que ça, à un moment donné, c'est peut-être trouver un CEO, là, qui, tu sais, been there, done that, puis, tu sais, un home run hitter, là, tu sais. Je pense que c'est vers ça que je m'enligne. S'il y a un potentiel mondial, comme tu dis, à ton offre versus dans le marché, là, pourquoi est-ce que tu lèverais pas du capital pour aller, genre, saisir le market plus vite? C'est-tu ton genre de pensée que t'as ou... C'est une bonne question. Écoute, tu sais, en fait, je serais vraiment curieux de savoir ce que toi t'en penses. Moi, ben, premièrement, j'ai pas besoin d'argent. Ouais. Fait que, tu sais, de dire, là, la business, elle génère du revenu. Fait que moi, je me dis, ben, pourquoi on se diluerait? On va juste aller chercher plus de revenus. Fait que là, oui, tu pourrais lever du capital, mais là, les investisseurs, tu sais, ils vont bêter sur qui? Ils vont bêter sur moi. Puis moi, ben, Benoît Archambault, aujourd'hui, moi, j'aime ça être accountable à mon équipe, à mes clients, mais pas sûr que je serais le meilleur personne dans un boardroom, tu sais. Mais je le sais pas, Frank, tu sais, je l'ai jamais fait. Moi, dude, mon opinion, c'est de la merde, là, parce que je vais te dire, miroir. Tu sais, je pense pareil comme toi. Mais une des clés de tous les founders que je rencontre, que je répète tout le temps, c'est connaissance de soi, man. Tu sais-tu t'es qui, puis comment que t'as peur dans le monde, puis c'est quoi les dynamiques qui te gossent, qui te gossent pas. Une fois que tu sais ça, man, tu peux livrer tellement plus de valeur dans un mode d'opération qui fit tellement avec ta psychologie, ta personnalité. Fait que là, après ça, si ta psychologie et ta personnalité, c'est plus genre, j'aime bien ça pour avoir de compte à rendre à personne d'autre que mes employés, mes co-founders puis mes clients. Puis en plus, j'ai pas une pression financière en arrière de moi qui me forcerait à me diluer. J'essaie là, de jouer l'avocat du diable sur pourquoi tu devrais raiser. Bah, peut-être que genre t'as tellement à cœur la mission, man, des appels manqués puis de la musique d'attente que tu te dis genre je veux changer le monde au complet là-dessus, puis pour changer le monde au complet, je peux pas le faire avec juste mon capital à mon rythme de croissance, donc je vais en prendre d'autres. Mais j'ai réfléchi, tu sais, j'envisagerais une dilution avec des partenaires stratégiques qui peuvent accélérer la croissance, parce que du cash pour du cash m'intéresse pas. Par contre, tu me dis, hey, tu sais, j'ai un réseau de X, puis laisse-moi, tu sais, puis que là, ça va juste accélérer la croissance, ben, let's talk. At the end of the day, moi, je pense que des investisseurs vont bêter aussi sur, tu sais, c'est qui le cheval, là? Ben, le cheval, moi aussi, où est-ce que je me vois éventuellement, c'est si on voit là, que, tu sais, c'est une business, c'est un unicorn potential, là, ben, je sais que moi, je suis pas la meilleure personne pour ça. Fait que dans le fond, peut-être qu'à un moment donné, on va lever une ronde, mais on va avoir trouvé un CEO avant ou on va avoir des investisseurs qui vont m'aider à trouver un CEO puis on va dire, regarde, c'est telle personne qui va bring... Parce que, tu sais, les investisseurs, ils veulent des multiples qui sont, vraiment élevés. Moi, aujourd'hui, j'adore ce que je fais, mais, tu sais, ma vie, elle est très importante. J'ai 3 enfants. J'ai fait du snowboard 52 fois cette année. Nice. Je vais pas me sentir mal là, d'aller en snow. Fait que tu sais, je pense qu'à un moment donné, quand tu commences à prendre l'argent de quelqu'un d'autre, t'es redevable. Puis moi, je prends pas ça à la légère. Puis là, en ce moment, j'en ai pas de besoin. Je mets pas une croix là-dessus, mais il faudrait vraiment que ça soit plus stratégique. Puis il faudrait que je sois transparent de dire, check, moi, je suis la meilleure personne en ce moment pour une équipe, tu sais, de 0 à 10, là, je me considère très bon. Mais à un moment donné, quand ça fait plus, tu sais, un rôle de manager, là, moi, là, je pense que je suis peut-être moins la meilleure personne. Puis il faut que tu sois transparent, il faut que tu te connaisses. Puis c'est ça. Fait que, non, mais je pense que tu as une lecture lucide de la situation puis de ta propre personne. Puis ce que j'aime, c'est aussi que tu as l'ouverture de dire, ben check, laisse-moi, genre, I'll figure it out. Il y a des chemins, mais là, je suis pas rendu à prendre une décision comme ça. On s'en va sur notre closing, man. On a eu différentes discussions, toi et moi. Dans une de ces discussions-là, tu m'avais dit que tu essaies d'inculquer l'entrepreneuriat à tes gars. Comment tu fais ça? Ben, nous, on parle ouvertement d'argent, de business. Tu sais, tous les soupers, on soupe ensemble. Puis,
je pense que mes gars sont intéressés aussi là, à la base. Fait que s'ils n'étaient pas intéressés, moi, je ne veux pas les pousser. Mais c'est sûr que je veux les encourager. Fait que, écoute, je veux leur donner des expériences entrepreneuriales qui sont simples. Fait que je te donne un exemple. L'année passée, nous, à Nelson, au BC, il fait super chaud l'été, il y a une belle plage. La plage est bourrée de monde. OK, les gars, ça vous tente-tu de faire un fruit stand ou whatever, là, Nice. Puis là, finalement, c'est des Mr. Freeze. Fait que là, les gars vont acheter des Mr. Freeze, achètent une boîte de 80, là, on la voit au Walmart en spécial à 9,99. OK, combien ça te revient le Mr. Freeze? Fait que, juste des petites questions comme ça, de genre, ton coût par... OK, maintenant, comment tu vas le vendre? Puis là, au début, là, il s'assoyait. Puis là, il attendait que le monde vienne à eux. Puis là, à un moment donné, mon fils, quand ils sont là, on va aller voir. Puis là, il fait le tour avec son grand frère qui tient la glacière, puis l'autre qui hustle, tu sais. Puis, hey, voulez-vous un Mr. Freeze? Puis là, il vendait ça 1,25, tu sais. Puis là, le monde, il donne 2 piastres parce que, tu sais, ils veulent les encourager. Des petites affaires de même. Il y a 2 ans aussi, on a une terre à Gore, dans les Laurentides. On va vendre un peu de bois de chauffage. Oh, nice. Mais c'était le fun parce que, tu sais, mon fils, il a appelé un compétiteur. Puis c'est juste pour un gars de 11 ans, puis d'y demander, hey, tu sais, le bois que tu vends, c'est quel type de bois? C'est du sapin? Puis comment ça marche? Puis il a été transparent, il dit, moi, j'aimerais ça partir de Fait que j'étais très fier de lui. Toi, t'es en arrière. Non, mais c'était juste comme... Non, mais j'étais juste... Ça prend des guts de te prendre le téléphone. Mais oui, vraiment. Pour un enfant, puis d'appeler, puis... Ils ont trippé, ils sont fait 200$, puis c'était une activité que j'ai faite avec eux autres. Fait que j'essaie de les introduire que, tu sais, l'entrepreneuriat, ça peut être aussi niaiseux que juste organiser une game de soccer avec tes amis. Tu sais, moi, c'était souvent ça. Tu sais, beaucoup de monde parle, hey, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Hey, let's do it. Tu sais, on va le faire. Fait que c'est de prendre le lead dans l'organisation de choses, puis d'essayer de leur faire goûter de, tu sais, on habite quand même dans une société capitaliste, tu sais, puis pour le pour et le contre, faire de l'argent, c'est quand même important. Puis nous, on en parle ouvertement, puis j'essaie de les encourager à dire, regarde, tu sais, essaye, là. Je sais que mon fils, en tout cas, tu sais, lui, il est gros dépensier. Faut t'en faire d'argent, là, parce que, tu sais, fait que, parler d'argent, tu sais, je trouve qu'il y a trop de tabous sur l'argent. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle quand je faisais des dictées, ma mère, elle me donnait elle m'enlevait 10 cents quand j'avais des fautes. Tu sais, fait que j'ai été un peu élevé de même, puis ça m'a forgé aussi, je crois. Puis fait que c'est ça que j'essaie de faire avec les kids, sans leur mettre nécessairement, je ne vais pas leur mettre de la pression. Là, c'est très cool, man. Je pense que ça déstigmatise aussi les discussions autour de l'argent, puis la compréhension de qu'est-ce que l'argent, comment on l'acquiert, comment on la dépense, ça vaut quoi. Puis aussi, juste, c'est un skill set là, d'être capable de parler à du monde, organiser des trucs, vendre de quoi. C'est un skill set que les autres vont avoir dans leur vie en général. Là. Fait que c'est vraiment nice que tu fasses ça. Fin de la parenthèse famille, ta blonde, t'as mentionné qu'elle travaillait avec TalkSoon maintenant. Hein? C'est-tu tough ça pour un couple, disons, que la blonde travaille dans la business où que le chum est le boss? Écoute, je l'avais déjà fait chez Succession. Fait que celle qui s'occupait de notre division des manuels scolaires. OK. Fait que j'avais déjà fait le test. Et puis, où est-ce que j'étais rendu dans TalkSoon, c'est que là, je faisais la vente, mais je m'occupais aussi de tous les clients. Fait qu'à un moment donné, pour moi, ce que j'ai tout le temps dit à l'équipe, il n'y a rien qui est plus important en ce moment pour nous autres que nos clients. Fait que je savais que ma conjointe, il n'y a pas une personne que je peux faire plus confiance pour s'occuper de nos clients qui nous font vivre, qui fait en sorte que TalkSoon existe aujourd'hui que ma conjointe. Okay. Donc, ça a été de même. Ça vient avec des pour et certains contre, mais je pense qu'on a assez d'expérience à travailler ensemble qu'on est capable de minimiser les comptes. Puis tes autres invités l'ont déjà dit, mais juste de snap out. Là. Ouais, de pas amener tout le temps ça. À un moment donné, c'est comme quand la journée est finie, OK, là, faut plus que t'en parles. Là,
en mitraille, les dernières questions, on s'en va sur notre closing, comme je te disais. Ton entourage, côté entrepreneur, mentor, ami, ça ressemble à quoi? Ben écoute, c'est sûr que tu sais, j'ai mon frère c'est un entrepreneur, mes parents ils ont été comme plus intrapreneurs, ils n'ont pas eu l'occasion de se passer leur propre business, mais tu sais, ils ont tout le temps été comme bien placés. Puis c'est sûr, j'ai plein d'amis, j'ai rencontré, tu sais, Sam s'est rendu un chum aussi. Fait que tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un entouré de gens qui ont soit eu du succès ou qui sont tu sais, en entrepreneuriat. Mais c'est une des choses que j'adore beaucoup de Ça se passe, honnêtement. Tu sais, tu me fais découvrir aussi des visages et des gens que je connaissais pas. Vraiment des parcours super intéressants. Puis je pense que c'est ça qui vient vraiment tu sais, me chercher puis m'aider dans mon parcours entrepreneurial parce que malgré que oui, j'ai de l'expérience, oui, j'ai eu du succès, mais on repart à zéro. Là. Ouais, tu sais, il y a pas... tu sais, fait faut... c'est important de bien s'entourer. C'est sûr, j'aimerais ça, éventuellement, avoir plus de mentors. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Puis, comment tu fais ça? C'est comme, salut Frank, tu veux être mon mentor? Genre, c'est comme. Moi, je vais te dire, là. Je serais curieux. Je vais te dire pour moi, là, comment je le fais. Là. Pour moi, un ou une mentor, c'est vraiment important qu'il y ait un gros degré de séparation avec toi et ta business versus eux autres. Ce degré de séparation-là peut se construire de par une différence d'industrie radicale. Fait que, tu sais, mettons, moi, je fais du software, puis ce mentor-là a juste fait, genre, du brick and mortar, des produits et vendre. Moi, je fais du B2B, les autres ont fait du B2C. Fait que, tu sais, j'aime ça qu'il y ait une grosse différence. Souvent, cette distance-là, elle peut aussi s'exprimer en âge. Genre, tu sais, ils ont juste plus d'expérience, puis ils ont vu des décennies du monde et de la société, du capitalisme que moi, j'ai pas vu, mettons. Puis pour moi, c'est con, mais genre, c'est plus facile de me vider le cœur puis comme d'avoir des conseils intéressants quand le monde sont loin de moi d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Puis fait que je spot le monde qui sont loin de moi, mais qu'on a des intérêts communs ou que notre personnalité a jive vraiment. Puis après, c'est juste une question de respect. Genre, c'est du monde que je respecte énormément puis que j'espère qu'ils me respectent puis que je sais pas, souvent il y a une mini-vérification diligente aussi. De genre, hey, tu connais telle personne, sont-tu nice, sont-tu cool, puis tout. Puis c'est ça. Puis ça se traduit comment, dans le sens, y a-tu une formule que t'as ou c'est... Ouais. Ben dans le fond, moi j'ai Georges Saad, qui était mon partenaire dans Snipcart, qui est 10 ans mon aîné, qui est entrepreneur en série, puis tout ça. Puis ce gars-là, mettons, il est rendu avec une grosse distance avec moi parce qu'on n'est plus partners. Il habite en Suisse. Il est marié, il a une famille, tu sais, puis les business qu'il fait, ça n'a pas rapport avec ce que moi je fais. Fait que, tu sais, on est rendu avec tellement de bonne distance que c'est comme mon emergency mentor, là. Quand je suis comme vraiment, genre, fuck, je sais pas quoi faire, puis à qui demander, ou genre, lui, il est capable de me connaître puis de m'enligner dans des bonnes idées. Fait que j'ai Georges, c'est comme ponctuel. Fait que c'est vraiment au besoin, mettons. Puis si je suis comme, hey, d'autres, faut vraiment que je te parle, il va prendre le temps, même s'il est fucking busy. Fait que j'ai Georges. Sinon, j'ai Michael Carpentier qui est venu sur le podcast, qui est plus vieux, qui a été dans le e-commerce aussi, mais qui était beaucoup dans le web. Puis que là, il recommence dans le SaaS, un peu comme toi, tu sais, son nouveau venture, c'est dans le SaaS. Puis lui, on est juste allé manger. Il m'avait outreaché comme toi, on est allé manger, puis j'ai vraiment eu une bonne vibe. Puis dans des discussions informelles, il m'a donné des conseils qui m'ont vraiment genre fait « ouais, j'avoue que je pourrais faire ça de même » ou hey, « ouais, je devrais relaxer là-dessus ». Fait que ça a comme buildé le respect, puis nous, on essaie de se voir genre, je sais pas, une fois ou 2-3 mois, c'est très organique. Lui, il descend ici souvent. Fait que, tu sais, formule comme ça. Puis sinon, ben, l'autre personne à qui je pense beaucoup, ben ça, c'est des gars qui sont plus proches, entre guillemets, de moi, mais Sam Chénard puis Marc-André Campagna, mettons. De Gaia puis de Palisade respectivement. Eux autres, tu sais, c'est juste plus des trucs opérationnels, plus court, moyen terme. Je connais les boss, je sais pas quoi faire là-dessus. Vous feriez quoi à ma place, genre? Puis ils sont vraiment available, puis ils m'aident, là. Fait que, tu sais, eux, la ligne 1, c'est entre amis-mentors, là, mais pour les autres, c'est la notion de distance, là. Ouais. Cool. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, beaucoup... je pense que c'est peut-être quelque chose sur quoi je devrais tabler un peu plus parce que, honnêtement, j'aimerais vraiment ça. Puis on dirait que j'ai jamais trouvé le profil ou j'ai peut-être juste jamais essayé de dire « Hey, ça te tente-tu? » Parce que, tu sais, c'est tout ça. T'arrives puis
veux-tu être mon mentor ou c'est fucké, plus... hein, ouais, c'est tu sais, c'est fucké, comme... ouais. C'est-tu juste organique, genre on s'entend bien comme toi puis moi, disons, puis on s'appelle une fois 2-3 mois puis on se challenge, tu sais, parce que y a-tu... c'est vraiment... oui, je comprends, man. C'est vraiment awkward, là, genre... d'un homme à un autre, hey, veux-tu être mon mentor? Tu sais, c'est comme fucké un peu, mais moi, j'aime ça quand même mettre les mots sur les choses parce que moi, si je te dis, hey, je te considère comme un mentor, c'est genre un signe de respect, puis ça, je pense que ça contextualise le genre de relation que je vais avoir avec toi, puis le genre de conseils et d'input que je vais avoir avec toi, c'est que, hey, je les estime, les choses que tu vas me dire, fait que mets du love puis du thinking dans les choses que tu vas me dire, s'il te plaît. Parce que, tu sais, mon temps est limité, puis je peux pas faire ça avec n'importe qui. Fait que si je te fais cette confiance-là, s'il te plaît, tu sais, repaye-moi avec un degré quand même d'attention, d'intention dans comment tu me conseilles. Fait que, comme ça, puis... ouais, non, sinon, avec les autres boys plus proches, on dit pas ça, là. Mais, ouais. Puis sinon, t'as des réseaux, là, vraiment, tu sais, moi, je connais pas ça. Là. Moi, ça a tout le temps été assez organique comme ça, puis on the fly, mais... Tu sais, je te l'avais dit quand t'as mangé, moi, man, j'ai grandi pas de père, hein. Fait que genre, j'ai toujours eu besoin d'avoir des espèces de figures masculines qui m'aidaient un peu puis qui m'enlignaient. Sinon, je me sens vite perdu. Fait que tu sais, j'ai comme ce radar-là à, ça, c'est une genre de figure, mettons, masculine que je respecte, que j'aimerais ça émuler dans certaines parties de ma vie. Je vais graviter vers ces personnes-là pour avoir ce côté-là. Fait que j'ai peut-être le radar à mentor un petit peu. Non, puis à la base, tu sais, personnellement, moi... J'adore ça aider aussi. Tu sais, fait que ça revient à, je pense que les gens, de manière naturelle, ils aiment ça aider. Puis, tu sais, peut-être, shameless plug, je serai à la recherche d'un mentor. Fait que c'est peut-être ça, là, tu sais. Ben oui, parce que la réalité, c'est que, ouais, j'adore ça apprendre. Puis, je pense qu'il y a des gens vraiment, juste qui sont venus sur ton pod ou ailleurs, tu sais. Oui. Puis, hopefully, il y a du monde qui vont écouter ça puis qui vont te pigner, là. Non, ouais, ça serait cool. C'est un des buts de Ça se passe aussi. All right, man. Ma dernière question, c'était ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre Ça se passe plus utile? Puis les shameless plugs. Pour moi, c'est sûr que maintenant que j'habite au BC, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le networking. Fait que faciliter les échanges off podcast. Ouais. Parce qu'il n'y a pas 3 caméras. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que de le faire en personne comme tu le fais dans tes événements, ça doit être vraiment cool. Honnêtement, j'ai pas eu l'occasion d'être au Québec pendant que tu en as eu un. Fait que j'ai un peu de FOMO là-dessus. Je suis comme, j'aimerais ça être là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire online pour faciliter ces échanges-là? Tu sais, c'est un Slack community ou whatever. Next year. I don't know. Next year. Fait que c'est peut-être ça parce que, tu sais, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est warm intros ou juste s'entraider. Comme moi, je suis disponible. Tu sais, s'il y a du monde qui ont besoin d'aide, reach out. Mais je pense que c'est aussi ton vibe que t'amènes, Frank, qui est vraiment distinctif. Tu sais, t'es quelqu'un de facile d'approche, simple, puis je pense que ta communauté, elle va pouvoir s'inspirer aussi de toi là-dessus. Fait que ouais, j'essaie même d'être je serais comme tu sais, c'est peut-être comme ça que moi, disons que je suis dans l'Ouest, au BC, là, puis, tu sais, moi, Sam Chenard, je les cold outreach suite à une affaire de Ça se passe. Hey, buddy, man, je trouve qu'on a, tu sais, des parcours quand même similaires. Clairement. Votre exit story, ça ressemble. Ouais, puis on a commencé à juste se jaser, puis maintenant, on est rendu chum, puis c'est malade, tu sais, il est venu me voir au BC, il a passé du temps chez nous. Puis, tu sais, c'est un ami maintenant, puis on va pouvoir s'entraider dans mon parcours, mais ça, c'est Frank. C'est toi, là. Ouais. C'est malade. Fait que si t'es capable, déjà, je suis persuadé que tu le fais de manière... Tu sais, que ça se fait sans que tu le saches. Moi, je t'ai reach out pour te le dire que ça s'est fait parce que pour moi, c'est important que toi, en tant qu'entrepreneur, tu sois capable de goûter le fruit de ce que... Ton retour, c'est pas juste tes sponsors, whatever. C'est ce que tu amènes à la communauté. Donc, très cool. Je sais pas. Communauté en ligne, man, on a fait un gros sondage, on est en train d'analyser les résultats. C'est pas mal ça qu'on va le faire. Puis même si t'es pas à Nelson, BC, puis que t'es à Magog, ben le dude ou la dudette founder qui est à Sainte-Foy, Québec, t'y verras pas souvent. Exact. Fait que d'avoir le pont en ligne, il fait juste du sens. Là. Fait que c'est bon, je le prends. T'as-tu des shameless plugs? On a parlé peut-être. Là, je sais pas quand ça va sortir exactement. Fait que si t'as comblé, tant mieux, c'est pas cela, mais vendeur-vendeuse, maintenant. Ouais, vendeur-vendeur. J'ai besoin de quelqu'un qui va venir m'aider à prendre le cycle de vente avec les clients. Ouais. Donc,
clairement, ça, c'est mon prochain step. Et un autre full stack dev. Full stack developer. Ouais, exact. Si le monde veut l'appliquer, ils vont-tu... Ils te poquent sur LinkedIn? Pour l'instant, je sais pas si notre nouveau site va être online, mais ouais, LinkedIn, je pense que c'est la meilleure façon. Benoît Archambault. Benoît Archambault, exactement. The Missed Call Expert. Ouais, c'est mon brand. The Missed Call Expert. Puis, sinon, Shameless Plug, tu sais, ouais, un mentor, honnêtement, tu sais, c'est du monde qui veulent juste jaser, tu sais, ou du monde qui ont besoin d'aide, tu sais. Moi, je vais être super transparent. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Puis si je peux pas t'aider, je vais t'aider aussi. S'il y a des SaaS builders ou des founders qui sont dans l'Ouest puis que vous voulez aller faire du snow, j'imagine que... Définitivement, tu sais, on a des belles chambres d'invités chez nous. On est bien set up. Fait que c'était cool, même. Yeah. Dude, c'est toujours un plaisir de chatter avec toi. Merci d'être venu sur le podcast. Thanks, buddy.